Et oui, on est dans Parlons Immo, c'est l'heure de notre grand entretien avec notre invité du jour qui est en plateau. Abdel Benkedija, bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations du groupe Rebric et on va parler de cette crise du logement, de la disparition des zones d'activité également et de solutions concrètes, parce que c'est ce que vous proposez avec Rebric, une solution concrète. Vous transformer d'anciennes friches industrielles en lieu de vie et en lieu de travail. Alors, première question, c'est quoi une friche industrielle ? Alors une friche industrielle, c'est généralement une ancienne usine qui a eu par le passé une vie économique qui est obsolète, généralement abandonnée. Il faut savoir qu'en France, il existe entre 8000 et 10 000 sites abandonnés et anciennes friches industrielles. Alors c'est pas nous qui le disons, c'est une étude de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, quoi. Oui, c'est exactement. ça. Ouais. Exactement. L'acronyme. C'est un truc institutionnel. Enfin, c'est un organisme institutionnel. Tout à fait. Et ça représente tout de même entre 90 000 et 150 000 hectares. Donc nous, notre activité, effectivement, de les réhabiliter. D'accord. En logement et en locaux d'activité. Donc réhabilité, comment ça se passe ? Par exemple, là, est-ce que vous avez un cas concret, une usine désaffectée ? Oui. Vous rasez tout ? Comment ça se passe Alors tout à fait, je peux vous donner un cas concret. On finalise actuellement la réhabilitation d'une usine à Roubaix de 60 000 m² qui était anciennement une usine de traitement de laine dans l'industrie textile. D'accord. Donc 60 000 m² qu'on a pour partie divisé en locaux d'activité. Donc on a créé 200 locaux d'activité à destination de TPE, PME, et on a réalisé également 150 logements à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un bâtiment historique des années début du XXe siècle et qui était à l'abandon depuis une quarantaine d'années. Et là, quand vous dites vous construisez, donc là vous avez gardé les murs, parce que souvent c'est difficile de s'imaginer, moi j'ai déjà été dans des usines, j'ai du mal à imaginer comment on peut mettre des logements dedans. Là vous gardez quoi ? Les murs, le squelette en fait, c'est ça ? C'est possible de faire ça ? Alors effectivement, notre savoir-faire, c'est d'être en capacité de pouvoir imaginer ce qu'on peut faire de l'usine. Là en l'occurrence, c'est un bâtiment historique en briques rouges, en anciennes briques, avec des poutres Eiffel qu'on a conservées. Et pour donner du cachet au logement, il s'agit de lofts. On a créé des lofts, donc avec poutres apparentes et briques. Mais ça, ça va être des logements qui vont être vendus ou c'est déjà loués ? Oui, on a déjà commercialisé une première tranche et on attaque une seconde tranche. Alors pour le coup, sur la seconde tranche, on mixe de l'accession, on mixe également de la défiscalisation. Alors accession, c'est quoi pour nos auditeurs ? De l'accession, pardon, c'est une personne qui veut en faire sa résidence principale, par exemple. D'accord. Des investisseurs également qui veulent ensuite mettre en location. On fait également de la défiscalisation. Donc ça permet à des investisseurs de pouvoir faire des économies d'impôts, notamment avec quel dispositif ? via le de Normandie. De Normandie. Oui, tout à fait, couplé à du déficit foncier. D'accord. Donc ça permet effectivement de pouvoir acheter une tranche de l'histoire, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans ces murs. Et l'ironie et la petite histoire sur ce bâtiment, c'est que notre fondateur Nassim, son père, a travaillé lui-même dans l'usine. C'est une belle histoire. Donc voilà, c'était. Et est-ce qu'il va acheter un logement dans cette usine ou pas ? Pour le coup, on a mixé appartement et commerce. Et effectivement, Nassim en patrimoine va conserver une partie des commerces en rez-de-chaussée. C'est quoi les types de commerce dans ce genre de bâtiments, d'immeubles que vous construisez ? On essaie de faire cohabiter, donc d'amener effectivement de la vie. Là, 60 000 m², c'est l'équivalent de réhabiliter un quartier entier. Aujourd'hui, on a pas mal de commerces qui se sont implantés. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une boucherie, on a des professions libérales, on a une boulangerie, tout ce qui permet de renouveler de la vie et de permettre à de l'habitation, du commerce, de l'activité, de pouvoir cohabiter ensemble dans ce quartier qu'on a refait entièrement et qui fait partie d'un ensemble. Évidemment, on a été appuyé par l'agglomération, ça fait partie d'un ensemble plus grand. On a une petite partie, mais c'est un projet bien plus ambitieux. On est avec Abdel Benkedija, rebonjour. Alors justement, on parlait de cet exemple d'usine à Roubaix que vous avez réhabilité. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques ? Parce qu'il y a la problématique donc de l'aménagement intérieur, les murs qui correspondent pas forcément à des
logements, il faut vraiment recréer des logements, hein, mettre des salles de bain, des toilettes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets quand on réhabilite une friche? Je pense par exemple à certains produits toxiques quand c'est des usines qui en utilisent. Est-ce qu'il y a des choses à faire qui sont un peu plus complexes et qui concernent peut-être les habitants qui sont autour? Tout à fait. Oui. Effectivement, notre métier en amont de la réhabilitation, c'est évidemment de diagnostiquer, de dépolluer si nécessaire. Alors économiquement, sur certains dossiers, on n'a pas la capacité d'aller au bout, tout simplement parce que la pollution historique du site industriel est trop lourde. Par exemple, ça veut dire que vous pouvez pas vous en occuper. Vous dites, bah là, en fait, ça serait trop cher de dépolluer. C'est ça. On va pas effectivement. le faire. Même si on était amené à nous offrir le bâtiment, on ne serait pas en mesure économiquement de réaliser du logement. Tout simplement parce que ça coûterait plus cher que de construire du neuf. Et donc oui, il y a toujours cette limite économique qui fait que on fait cette analyse poussée effectivement sur ces sujets. Oui, parce que vous faites pas ça gratuitement, hein, c'est quand même votre business, donc faut le dire, et c'est normal. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces exemples de dépollution que vous faites? C'est quoi le type de pollution? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La pollution principalement, c'est généralement des solvants, des anciennes activités industrielles. Donc on doit dépolluer, on doit creuser, on doit aussi analyser effectivement comprendre surtout l'histoire du bâtiment. Savoir ce qui s'est passé dans l'usine historiquement. Donc ça nécessite des travaux qui peuvent être assez conséquents. Et évidemment, on le fait sous contrôle de bureaux de contrôle et d'études environnementales pour permettre de réhabiliter tout ça et de faire en sorte que les personnes puissent vivre dans des logements qui sont aussi sécurisés qu'un logement neuf. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous faites appel à différents métiers, j'imagine, différents experts. Oui. Qui travaillent chez vous, et j'imagine pas forcément donc des cabinets, c'est ça, d'études? Oui, tout à fait. Cabinet d'études, cabinet externe, contractant général. On a toute une série de sous-traitants avec qui on travaille pour réaliser nos opérations. Qui fait appel à vous? J'imagine que les maires font appel à vous parce que on le voit dans certaines communes, il y a des quartiers à redynamiser. C'est un peu l'objectif des maires. Hein. Ça fait partie des objectifs numéro 1. Et puis le logement aussi. Hein. On le dit, hein, chaque commune a besoin de logement en France pour loger les Français. Comment ça se passe? Ils font appel à vous? Oui, j'ai un exemple récent à Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne. On vient de faire l'acquisition d'un bâtiment qui historiquement appartenait à l'EPF, l'établissement public foncier, qui avait la volonté de le transformer. Au final, ça faisait une petite dizaine d'années que c'était à l'abandon, et on le transforme en 15 locaux d'activité. Donc on a effectivement à la fois la partie logement, et on a également la partie, comme je vous l'expliquais sur Roubaix, entrepôt, où ça permet en fait à des dirigeants de TPE, PME de pouvoir accéder à la propriété. Ça, c'est un enjeu également important pour nous. Eh ben oui, parce que ça crée des emplois en fait sur place. Et je rappelle qu'un des objectifs, c'est la réindustrialisation de la France. Et là, vous y répondez concrètement. Tout à fait. Là, on est vraiment au cœur du sujet. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, que vous avez un espèce de rôle social ? Évidemment, on a un rôle social, un rôle environnemental pour éviter l'artificialisation des sols. Il faut savoir que la plupart de nos acquéreurs sur la partie locaux d'activité, ce sont des dirigeants de PME. On sait très bien que les dirigeants de PME ont parfois des difficultés à se verser des salaires. Donc le fait de devenir propriétaire de leurs murs, ça leur permet de capitaliser, de pouvoir transmettre un patrimoine, de pouvoir maîtriser leurs charges. C'est vraiment un enjeu important pour nous, et une volonté de faire en sorte que les PME puissent se développer, en sachant qu'elles représentent quasiment 99% des entreprises en France. Donc, Et bravo pour ce que vous faites en tout cas, Abdel. Bravo, parce que ça fait du bien d'entendre des solutions comme ça. Il n'y a pas que du négatif. Il est temps de parler de la qualité de l'air de votre logement avec Grégoire Darico et des petits animaux.